une manière plus pratique avec l'interprétation des analyses de sol. Alors, ça va se décliner en une première partie de M. Carey, M. Carey, pardon, M. Carey. Ensuite, Mme Murray va venir intervenir. On va revenir à Lotfi par la suite. Comme je le disais tantôt, je répète, et Benoît va revenir aussi, c'est important de suivre la formation de base sur le site de Fertilisant Canada. Et maintenant, ben, j'aimerais juste vous souhaiter une super belle formation au musée Ligné. Puis j'invite maintenant M. Lotfi à débuter sa portion. Merci. OK. Donc, bon après-midi à toutes et à tous. Je commence tout d'abord par partager l'écran et s'assurer que vous allez voir la présentation partagée en plein écran. C'est ça, donc je le mets comme ça. Et puis, est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il voit bien la présentation en plein écran? Oui, super, parfait. Donc, on va commencer. C'est ça. Donc, comme Stéphane l'avait mentionné, dans cette série de formations sur la santé des sols, pour bien gérer les nutriments, c'est parce que les nutriments, quand on parle de nutriments primaires ou des principes actifs principaux, le NPK ou les principes actifs secondaires ou les oligoéléments, il y a d'une part une interaction entre ces éléments-là, il y a des voies de transformation qui sont complètement différentes d'un élément à un autre, leur diffusion, leur voie de transformation dans le continuum sol-plante, ça fait qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vais vous montrer des aspects très intéressants, surtout sur les éléments qui posent plus de problématiques, à savoir l'azote, il faut le manier, on le sait, avec beaucoup de prudence. Le phosphore aussi, c'est parce qu'il cause beaucoup de problèmes à l'environnement. Donc, dans la gestion des nutriments, pour d'une part assurer une bonne productivité et rester productif au niveau agricole et rester aussi moins polluant pour l'environnement. Aussi, il faut penser maintenant à la santé des sols. C'est pour ça qu'on introduit des composantes qui sont très importantes au niveau d'un œil maintenant sur la santé des sols. Donc, j'organise ma présentation d'aujourd'hui en 3 volets. Je vais commencer par peut-être le premier volet pendant la première partie de ma présentation. Après, je cède à ma collègue Catherine pour faire des applications comme ça. On s'assure que tout va bien au niveau de la compréhension. Après ça, je vais vous montrer, c'est des concepts qui étaient très anciens comme concepts, mais on va comme les mettre à jour et on doit les considérer, surtout maintenant qu'on a beaucoup de technologies qui se développent au niveau de la caractérisation des sols et ça vaut la peine vraiment de les considérer dans le futur. Et je parle de futur proche. Après ça, donc mon intervention aujourd'hui, ça part de l'échantillonnage jusqu'à l'application des pratiques de fertilité et de la santé et de la durabilité des sols. Donc, je l'ai subdivisé en 3 parties. L'échantillonnage, les concepts de saturation de phosphore qui causent beaucoup de problèmes au niveau de l'environnement et aussi la notion des bases échangeables qui était très abandonnée au niveau, c'est-à-dire la saturation en base échangeable de la fonction réservoir des sols. On va le détailler pour avoir une meilleure compréhension de l'interaction entre les éléments essentiels. Et après, on va finir avec les pratiques de fertilité et de la santé, de la sécurité des sols. Donc, la chose la plus importante dans un acte agronomique, c'est parce que l'analyse des sols, leur caractérisation pour arriver à un plan agro-environnemental de fertilisation au Québec ou un plan agro-environnemental de recyclage ou même dans d'autres contextes, dans d'autres pays, quand on fait un plan de fertilisation, on a besoin d'une analyse de sol. Mais cette analyse, est-ce qu'elle est fiable? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle peut varier d'une semaine à une autre, l'analyse? Est-ce que ça peut varier d'un laboratoire à un autre? Il y a beaucoup de questions que les conseillers au Québec ici et même des producteurs agricoles, ils se sont posés ces genres de questions. C'est parce qu'ils ont eu des cas très précis. Ça m'a été rapporté par plusieurs agronomes, par plusieurs aussi producteurs agricoles, que le même échantillon envoyé au même laboratoire à des écarts de temps
différents et ils déclaraient des résultats complètement différents. Donc, on voyait aussi que le même échantillon envoyé à deux laboratoires différents, c'est parfois, c'est des analyses et des résultats très différents. Donc, ça a passé aussi à travers les médias. Donc, les analyses ont été contestées à plusieurs reprises. On les voyait dans les journaux. Lui, Robert, il a parlé un peu de la variation, de la grande variation au niveau du pH, au niveau aussi des éléments fertilisants. Même sur le site du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, on voyait qu'il y a aussi des graphiques qui montraient la grande variabilité. Mais en même temps, nos laboratoires accrédités qui font de la caractérisation, ils étaient soumis à un programme qui s'appelle le programme PALA par le CAQ, le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, et c'est-à-dire ils avaient montré une rigueur au niveau de l'analyse. Donc, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est à quel niveau on a des grandes variations? Et pour être fiable, pour aboutir à un plan agro-environnemental de fertilisation ou un PAER, un plan de recyclage, il faut s'assurer que les analyses se font avec le maximum de représentativité des échantillons pour chaque champ agricole. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au début? On s'est dit, c'est parce qu'il y en a des gens qui disent c'est plus l'erreur au l'échantillonnage et d'autres ils disent c'est plus l'erreur au niveau laboratoire. Et entre l'échantillonnage laboratoire, il y a la préparation aussi de l'échantillon. J'ai voulu aujourd'hui vous sensibiliser par tous ces aspects-là. C'est parce que vous êtes appelé à faire le diagnostic et du diagnostic, vous allez faire la recommandation. La recommandation, c'est combien la quantité de chaque élément que vous allez apporter. Donc, ça passe par vraiment la représentativité de l'échantillon que vous prélevez pour l'envoyer à un laboratoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le CRAAC, le Centre de référence en agriculture agroalimentaire au Québec, et le CRAAC, d'habitude, il rassemble des experts dans tous les domaines, liés bien sûr à la caractérisation des sols. Donc, ça pourrait être des praticiens, c'est comme des conseillers, ça pourrait être des producteurs agricoles, aussi ça inclut des professeurs, des chercheurs. Donc, on ramasse à peu près toutes les compétences, toutes les strates de compétences dans le même comité pour débattre de cette problématique. Et on a réalisé que on peut la scinder, on avait la possibilité de les scinder en deux parties. Il y avait un comité sur l'échantillonnage et un autre comité sur l'analyse. Pour ça, j'ai engagé un étudiant, j'ai pris la responsabilité entière au niveau de la caractérisation des sols au Québec et on s'est dit, on va absorber beaucoup de lectures, que ce soit des lectures scientifiques, que ce soit aussi des fiches techniques de tous les pays, comment ils caractérisent leurs sols, comment ils obtiennent un échantillon représentatif, etc. Donc, on a regardé, par les articles scientifiques, c'est par centaines qu'on a absorbé. Aussi, c'est les documents de CAQ, ils parlent un peu de la représentativité de l'analyse. En Europe, le RACHEM, le CETAC, on a vu aussi la théorie d'échantillonnage de Guy, c'est le numéro 1 au niveau de la représentativité des échantillons pour la caractérisation environnementale. On est allé voir aussi le NAPT, le North American Proficiency Test, pour aussi voir les possibilités de variation au niveau de l'échantillonnage et de la caractérisation. On a regardé les guides AFNOR et beaucoup vraiment d'autres guides. On s'est dit, on va commencer, c'est parce qu'on sait qu'il y en a des éléments qui sont très mobiles dans le sol, comme je prends par exemple l'exemple d'azote. L'azote, on n'a pas une grille. C'est-à-dire, on a des recommandations quand on le fait culture par culture, mais on n'a pas une grille qui est basée essentiellement sur l'analyse du sol, comme on le voit avec nos voisins des voisins du nord-est américain, où on fait une analyse de nitrate dans le sol et on peut faire des recommandations post-levée du nitrate, surtout pour le maïs. Au Québec, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment un modèle fiable ou une grille de fertilisation fiable basée sur l'analyse du sol. On a des analyses basées sur la lecture SPAT. Ça marche dans une région, ça ne marche pas dans toutes les régions agricoles, mais je vais vous montrer juste à partir de la caractérisation de base. C'est parce que pour élaborer un plan, un PAEF ou un PAER, un plan de fertilisation, quelle que soit sa nature, où on introduit les effluents d'élevage, où on introduit les matières à recycler, c'est toujours en analyse. Le PHO, PHSMP, ça
on analyse la matière organique et on analyse tout ce qui est méliche, phosphore, aluminium, l'indice de saturation qu'on a introduit il y a à peu près une vingtaine d'années, plus calcium, magnésium, etc. Donc, pour le moment, on fait ce qu'on appelle la CEC estimée. C'est parce qu'elle coûte très, très cher de point de vue analyse. Je vous donne un ordre de prix à peu près. Pour faire toutes ces caractérisations de base, on parle à peu près de 20 à 25 dollars par échantillon, dépendamment de la région, etc. Et la CEC à elle-même, on parle de 50 dollars l'échantillon. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'estime, on ne la détermine pas avec précision au niveau laboratoire. Donc, malheureusement, nos modèles de recommandation, malgré que la CEC, la capacité d'échange cationique, c'est une fonction réservoir. C'est elle qui va nous permettre de mesurer avec précision c'est quoi la quantité d'éléments fertilisants que le sol peut emmagasiner et peut le conserver à long terme. Donc, plus le sol est argileux, plus le sol contient de la matière organique, plus la CEC est élevée et on a besoin de la caractériser, cette CEC. Malheureusement, pour le moment, l'estimation n'est pas bonne. Donc, on l'a vérifié, ça ne marche pas avec la pratique actuelle d'estimation de la CEC. Mais pour le reste, les laboratoires, notre jugement d'ensemble, ils sont fiables, mais il y a des problèmes au niveau de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons. Donc, quand on a commencé l'exercice, on s'est dit, dans la littérature, d'une façon générale, je vais essayer de simplifier au maximum, de vulgariser notre approche scientifique pour arriver à une très bonne représentativité. C'est parce que parler de la santé des sols, parler d'un modèle de recommandation et d'un modèle de diagnostic fiable, il faut passer par toutes les étapes depuis l'échantillonnage jusqu'à votre recommandation finale. Donc, à travers la littérature, on a vu qu'il y en a des approches, ce qu'on appelle le top-down approche, une approche ascendante et une approche descendante, pour estimer les amplitudes de variation. C'est quoi qui cause la variation au niveau de la caractérisation? Donc, regardez, nous, on a utilisé le top-down approach, c'est-à-dire on s'est dit, quand on a un échantillon qu'on envoie à un laboratoire, s'il y en a de la variation, est-ce que c'est plus de la variation spatiale? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire sur le même champ agricole, quand on se promène dans le même champ, d'un endroit à un autre, donc, on a admis, ça fait longtemps, qu'il y a de la variabilité. Donc, l'agriculture de précision nous a montré qu'il y a de la variabilité spatiale et qu'au sein du même champ, il y a une grande amplitude de variation d'un endroit à un autre, quel que soit le type d'analyse de sol. Donc, ça, c'est une strate. Donc, on l'a appelée la strate de la variabilité spatiale. Aussi, au niveau ponctuel, c'est-à-dire, si je prélève à 15 cm, c'est pas pareil qu'on prélève à 20 cm, c'est pas pareil qu'on prélève à 2 cm pour une caractérisation environnementale. Donc, la profondeur y joue un rôle. Est-ce que aussi le fait d'avoir un sol labouré et qu'on échantillonne après avoir labouré ou avant de labourer. Donc, ce sont des paramètres qu'on a jugé qu'ils peuvent être la source d'une variation. Donc, tout ce qui est ponctuel, c'est-à-dire au même endroit, dans le même champ, le même point, est-ce qu'il peut présenter une variation en fonction de l'ondulation, c'est-à-dire le fait qu'il soit labouré ou n'est pas labouré, en fonction de la profondeur, si la tarière qu'on met pour prélever l'échantillon, on prélève à 15 ou à plus que 15, etc. Aussi, il y a d'autres sous-strates qui est le perte de matériel, je vais y revenir. Et il y a la composante laboratoire. Donc, laboratoire, c'est sûr qu'il présente des erreurs. Les erreurs sont partout, c'est-à-dire au niveau laboratoire, au niveau ponctuel, au niveau spatial et au niveau aussi de la préparation des échantillons. Ça fait qu'on a absorbé beaucoup de lectures scientifiques sur la représentativité de l'échantillonnage et de la caractérisation et on a vu qu'il y en a vraiment 5 strates. Ici, je présente 4 strates, la spatiale, la ponctuelle, le laboratoire et la préparation de l'échantillon. Il y a une autre strate qui est la temporelle. La temporelle, c'est-à-dire si j'échantillonne cette semaine et je veux revenir une semaine après, est-ce que j'aurai à peu près le même type d'analyse ou même valeur analytique?
Et le top-down approche, c'est-à-dire si j'ai des niveaux de variation au niveau spatial qui est correct dans le sens, supposons que j'ai seulement 5% de variation ou 7% de variation. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans les sous-strates. C'est parce que quand on parle de spatial, est-ce que c'est plutôt le patron d'échantillonnage? C'est comment je me promène dans le champ pour prélever mes sous-échantillons? Est-ce que c'est le nombre de sous-échantillons, le fait de prendre 5 ou 30? Est-ce que c'est pareil? Donc, avant d'aller fouiller dans les sous-strates de la spatiale, donc, je regarde tout d'abord la composante principale qui est la spatiale. Et après, si je trouve que les niveaux de variation sont trop élevés, c'est là que je vais fouiller en détail dans les sous-strates. Et même, il y en a les sous-sous-strates. C'est comme par exemple la stratégie d'échantillonnage. Il y a des sous-sous-strates dans la stratégie d'échantillonnage. Le ponctuel, c'est la même chose, des sous-strates dans le ponctuel, des sous-strates dans le laboratoire. Peut-être parfois, il y en a des biais. Il y a des laboratoires aussi qui ont des détails, qui ne le font pas comme il faut et qui déclarent des valeurs plus élevées que d'autres laboratoires, mais avec le PALA, avec le programme de suivi entre les laboratoires, il y a un contrôle interlaboratoire. Le même échantillon est distribué aux différents laboratoires accrédités au Québec et en principe, ils devraient converger toujours vers les mêmes valeurs, ces laboratoires-là. Aussi, la préparation des échantillons, on va voir, il y a une préparation qui est faite par le conseiller ou par le producteur agricole qui fait l'échantillonnage, c'est-à-dire c'est une préparation au champ. Il y a une autre étape de préparation quand l'échantillon est rendu au laboratoire. Donc, cette méthode, c'est-à-dire c'est au début, on regarde les grandes strates et après les grandes strates, on regarde les sous-strates. Mais pour le faire, il y a les Anglais, ils ont développé ce qu'on appelle la méthode du duplicata, c'est-à-dire partir de la grande strate et voir si s'il y en a des sous-strates qui sont plus représentatifs que d'autres. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé par l'observation générale, c'est-à-dire on a voulu voir est-ce que nos problèmes au Québec sont plutôt des grandes variations spatiales ou des grandes variations ponctuelles ou des grandes variations au niveau de laboratoire analytique. Donc, on applique la méthode du duplicata, c'est-à-dire dans le même champ, on doit prendre 8 points éloignés. Dans les 8 points éloignés, dans chaque point, on doit dupliquer. C'est-à-dire les 8, et ici, les 8 points éloignés, je vais vous montrer ça. Dans chacun de ces points, on prélève 2 fois. Donc, pour voir est-ce que le ponctuel peut jouer ou pas. Et après, le même point, le même point envoyé au laboratoire, le laboratoire va le dupliquer aussi. Donc, on a fait même un triplicata au niveau de laboratoire pour être sûr que la variation au niveau de laboratoire n'est pas énorme. Et c'est ce qu'on a fait. Regardez ici, on a pris deux champs qui sont de très faible superficie, 1,5 à 1,7. Et on a pris des points. Au début, on a pris une grille régulière selon les deux directions de l'espace. Et après, c'est parce que ça, c'est pour l'agriculture de précision, c'est ce qu'on fait. C'est toujours des grilles régulières dans les deux directions X, Y. Et à partir de là, on s'est dit, on va, parmi ces points-là, considérer 8 points qu'on choisit au hasard qui couvrent à peu près la totalité du champ. Donc, on l'a répété dans ce champ qu'on l'a appelé champ 38C. Et ici, un autre champ de texture différente. Ici, c'est vraiment G1, c'est la texture fine G1. Et ici, c'est plutôt un G2. C'est un loam sableux argileux. Et on a fait donc les 8 points. Et dans chacun des points, on a pris 2 échantillons. Et après, au laboratoire, on a tripliqué les échantillons. Et juste pour regarder, comme par exemple l'indice de saturation, le P sur AL, je vais y revenir sur ces notions-là, et voir est-ce que j'aurai plus une amplitude plus importante au niveau de la spatiale ou au niveau de la ponctuelle ou au niveau de l'analytique au laboratoire. Et l'analyse du duplicata, c'était selon cette procédure de duplicata, me sort ce qu'on appelle un tableau de variation, un tableau de variance ou une ANOVA à structure nichée. C'est ce qu'on l'appelle structure nichée dans le langage des statisticiens, c'est-à-dire c'est quoi l'amplitude de variation
par strate de variation. Donc, je regarde ici, selon l'exemple que l'indice de saturation en phosphore, c'est le phosphore sur l'aluminium, c'est 80% presque, c'est 79,6, et plutôt spatial. Il y a 20,3 est ponctuel, et l'analytique, c'est très, très faible. Donc, en ce moment-ci, quand on a fait cette exploration par la méthode de duplicata, j'ai vite demandé d'arrêter d'accuser les laboratoires. Ce n'est pas les laboratoires qui font des torts, les laboratoires sont suivis par le programme PALA et en principe sont tenus par la précision. Donc, ce qui nous reste, c'est plus la spatiale. Et la spatiale, elle est là, on ne peut pas l'éviter, mais il faut la gérer. Il faut vivre avec cette variation, mais il faut savoir comment la caractériser. Donc, on a 80% de la variation de l'indice de saturation, c'est entre les 8 points du champ. C'est-à-dire, quand je me promène dans le champ, l'ISP, l'indice de saturation en phosphore, ça varie, c'est pas constant. Et le ponctuel aussi, on doit pas le négliger. À travers tout ça, on s'est dit, ça c'est facile d'appliquer la méthode de duplicata pour explorer, mais pour la temporelle, c'est très difficile. Donc la temporelle, on l'a étudiée à part. Donc on a suivi pendant 4 années de suite la variation de ce même indice du P sur AL. Et on a vu que, bien sûr, on ne peut pas échantillonner l'hiver pendant qu'il y a l'accumulation de neige, mais le reste, c'est-à-dire à partir de fin mars, début avril, on a commencé l'échantillonnage. Et à chaque semaine, on a pris les analyses à chaque semaine. Et regarder les analyses, ça peut varier vraiment du simple. La valeur la plus faible, c'est 20 de saturation et la plus élevée, c'est de 40. Donc, ça peut varier du simple au double l'indice de saturation et ça peut déclarer des valeurs qui sont excessives et qui sont très dangereuses pour l'environnement, dépendamment de la période d'échantillonnage. Est-ce que ici, par exemple, on est en plein été, là où la température est à son maximum, et ici, c'est vraiment quand on est à l'automne où la température commence à décliner. Et d'une année à une autre, on a les mêmes variations de dents de scie à travers les saisons. Mais ici, le pic, c'est toujours en plein été. Il y a toujours un pic en plein été. Donc, sans tarder beaucoup par rapport à ça, on s'est dit que c'est parce que ici, la variation, elle est de 24% la première année, de 28% la deuxième année, etc. Alors que la spatiale, on a obtenu des 24%, mais de ce 24%, il y a 80% est expliqué par la spatiale, de ce 24%. Donc, on a vu que la temporelle, ici, qui peut aller jusqu'à 28%, est la strate la plus importante. Elle pourrait être aussi importante que la spatiale, mais la temporelle pourrait être aussi plus importante que la spatiale. Donc, on s'est dit, il faut concevoir un modèle conceptuel pour vous sensibiliser, vous les conseillers, pour sensibiliser aussi les producteurs agricoles de l'amplitude de la variation. Donc, on a fait ce schéma sous forme de cercle où on met ici les 4 strates. La strate temporelle, la strate spatiale, la strate préparation de l'échantillon, la strate ponctuelle, la strate préparation de l'échantillon et la 5e strate, ça va être la strate de l'analyse au laboratoire. Et de notre étude temporelle et l'étude de duplicata pour voir l'importance des différentes strates de variation, on a observé que la temporelle, c'est la plus grande, donc on a mis le cercle le plus grand. Plus le cercle est large, plus il est grand, plus l'amplitude de la variation est importante, plus on accorde d'importance à cette strate lors de notre caractérisation. Donc, pour obtenir un échantillon représentatif temporellement, il faut bien choisir la période d'échantillonnage. Sinon, on risque d'avoir des grandes variations comme vous pouvez l'observer ici. De là aussi, la deuxième, donc on a vu que c'est la spatiale. Après ça, c'est la ponctuelle. Après ça, c'est la préparation de l'échantillon. Et même dans la temporelle, il y a des sous-strates. C'est parce que la période d'échantillonnage, elle est très importante.
je vais vous montrer comment on a solutionné cette grande amplitude de variation. Il y a aussi la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire, j'échantillonne cette année, ça c'est mon premier cycle d'échantillonnage. Si je veux revenir, est-ce que je dois revenir 2 ans après, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, dépendamment de la qualité de sol, dépendamment de sa texture et dépendamment de à quelle vitesse il va perdre ces éléments fertilisants. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, la CEC, qui est la notion de capacité d'échange cationique, qui est ma fonction réservoir, plus elle est grande, certainement que ma fréquence d'échantillonnage va être beaucoup plus importante. C'est-à-dire dans des sols qui ont beaucoup d'argile, beaucoup de matière organique, donc une CEC très élevée. Donc, ce sont des sols qui gardent la fertilité. Ce sont des sols qui gardent généralement les mêmes propriétés pour très longtemps. Alors que dans des sols très sableux, avec une capacité d'échange cationique très faible, généralement, la fréquence d'échantillonnage est très faible. Donc, il y en a 2 sous-strates. Je vais vous montrer comment on a solutionné ce problème. Il y a aussi la sous-strate spatiale, qui est le nombre de sous-échantillons. Est-ce que dans un champ, est-ce que je prélève seulement 2 sous-échantillons et je me contente, ou je dois aller jusqu'à une soixantaine de sous-échantillons pour avoir la représentativité? Donc, ce sont les questions qui se sont posées. Aussi, la surface échantillonnée. Est-ce que je traite un champ de la même façon qu'il aille une superficie de 1 hectare et comme un autre de 54 hectares. Donc, nous, on n'a pas voulu changer les pratiques des producteurs agricoles qui veulent toujours gérer leur champ de la même façon. C'est parce qu'à un certain moment donné, le ministère de développement de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques, il a voulu morceler le même champ pour avoir différentes parcelles qui ont des caractéristiques différentes. Mais avec notre travail ici sur l'échantillonnage, on a voulu garder toujours la même gestion, la même unité de gestion qui est le champ agricole, mais si la surface présente beaucoup de variabilité, on augmente le nombre de sous-échantillons pour toujours converger vers une moyenne qui est stable. Donc, après, c'est la stade, je vais vous montrer la stade ponctuelle, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est surtout la critique par rapport à l'instrument de mesure. Je vais vous montrer plusieurs instruments de mesure et l'étude, comment on l'a menée pour arriver à des conclusions vraiment pertinentes par rapport à la quantité de sol à prélever pour chaque sous-échantillon. On a étudié aussi le fait de labourer ou de ne pas labourer. Est-ce que le fait de prélever avant le labour ou après le labour, ça pose un problème? Ce sont toutes des questions, toutes les questions qui ont été posées, que ce soit dans la littérature, que ce soit évoqué par les membres du comité. C'est parce que dans les comités qu'on a formés, surtout pour l'échantillonnage, ce sont des comités qui sont très hétérogènes. Il y en a des producteurs agricoles, des conseillers, des scientifiques, des vulgarisateurs. Donc, on avait de toutes à peu près les spécialités. Donc, ce qu'on a fait, on a laissé ces 3 strates les plus importantes pour le comité échantillonnage et on a laissé ces 2 strates pour le comité analyse. C'est parce qu'on avait dit à tous les laboratoires de participer au comité d'analyse pour voir est-ce que vraiment il y a un tort au niveau de la préparation de l'échantillon ou au niveau laboratoire. Donc, retenez ce schéma, c'est vraiment très important pour voir un peu l'amplitude de la variation dans la caractérisation. C'est parce que arriver à une recommandation, ça part de l'échantillonnage. Et quand l'échantillonnage se fait dans les règles de l'art, généralement, on arrive à un bon diagnostic et on arrive à une bonne recommandation des éléments fertilisants qu'on apporte et avec le maximum aussi de prudence par rapport, surtout qu'un apport excessif d'un élément par rapport à un autre, ça entraîne d'une part une interaction négative et aussi, c'est-à-dire ça se traduit par une baisse de la productivité et de 2 aussi, ça va se ramasser, l'excès, ça va se ramasser dans les cours d'eau s'il s'agit surtout des éléments azotés et phosphatés. Donc, regardez la temporelle. Je commence par la première strate, c'est parce que ça, c'est la strate la plus externe, la plus élevée. C'est la variation temporelle, après, c'est la spatiale, etc. Je commence par la temporelle. La temporelle, regardez le phosphore. Le phosphore méliche, c'est notre indicateur de phosphore assimilable dans les sols. Donc, et ici,
Pour le même champ, le champ 47, malgré que sa superficie, elle était très réduite, elle est moins de 2 hectares, et on a prélevé à des fréquences de une semaine, c'est-à-dire d'une façon hebdomadaire, on est allé échantillonner, et on a pris même la température à 15 centimètres. Regardez pour la température ici, on a raté pour 2 semaines la température et on a vu que le patron pour le phosphore, il suivait pratiquement le patron de la température dans le sol. Donc, plus la température est élevée, plus la quantité de phosphore assimilable est élevée. On le comprend, c'est parce qu'il y a plus d'activité microbienne. L'activité microbienne rend le phosphore beaucoup plus assimilable. C'est parce que l'activité microbienne, l'activité aussi des racines qui sécrètent des exudats racinaires, il y a une abondance des acides organiques qui font baisser le pH et qui font augmenter la disponibilité du phosphore à cause de l'acidité qui sort des micro-organismes. Donc, on a pensé, je ne vais pas rentrer trop dans des détails des techniques de traitement des données. On a fait ce qu'on appelle un périodogramme. Un périodogramme pour me dire c'est quoi le degré de dissemblance. Ça, c'est l'axe des Y, c'est le degré de dissemblance. Et ça, c'est la distance qui sépare les observations. Qu'est-ce que ça veut dire, la distance? C'est-à-dire de 4, c'est-à-dire je dois étudier la dissemblance quand je prends un échantillon et que je compare avec un autre échantillon prélevé 4 semaines plus tard, 5 semaines plus tard, 6 semaines plus tard, etc., jusqu'à 30, pratiquement 28 semaines plus tard. C'est parce qu'après ça, on tombe dans l'hiver. Donc, on s'est dit, ici, au printemps, quand les semaines sont proches, c'est-à-dire à une fréquence d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, de 4 semaines, j'ai beaucoup de ressemblances. C'est-à-dire la dissemblance est faible. Et la dissemblance ici est tolérée. C'est la même tolérance qu'on accorde au laboratoire. On a cette dissemblance. Mais à partir de la 4e semaine, il y a beaucoup de dissemblance. La dissemblance monte ici vraiment à la 11e, 12e semaine. Et après, la dissemblance diminue pour arriver à la tolérance. Ici, on va jusqu'à peu près la 19e semaine, donc de 17 à 19e semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quelle que soit la période de l'échantillonnage, que vous échantillonnez au printemps, que vous échantillonnez à l'été, que vous échantillonnez à l'automne, généralement, respectez ici que ces 4 semaines. C'est-à-dire, si vous faites un échantillonnage maintenant et que vous voulez revenir après 4 années dans le 2e cycle d'échantillonnage, essayez de revenir sur la même période d'échantillonnage. C'est-à-dire si vous avez prélevé, par exemple, au mois de mai, supposons le 15 mai, revenez de préférence à la même date de 15 mai. Plus ou moins 2 semaines. C'est-à-dire, on dit plus ou moins 2 semaines, c'est parce que pour avoir cette 4 semaines de vraiment ressemblance. Parce que la dissemblance n'est pas élevée. C'est ça le périodogramme, qu'est-ce qu'il m'a traduit comme information pertinente. Et après ça, donc si je m'éloigne beaucoup de ces 4 semaines, c'est 17 à 19 semaines, c'est-à-dire c'est l'écart entre les 2 saisons extrêmes, c'est-à-dire le printemps et l'automne. C'est-à-dire à l'automne, je vais avoir la même ressemblance que le printemps. Mais ici, à l'été, c'est vraiment beaucoup de dissemblance. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a fait. On a dit, cette limite, la limite ici, la limite vert ici, elle a été prise élément par élément selon les 2 critères, c'est selon les tolérances. C'est parce que le CAQ au Québec, le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, il tolère pour le pH, et c'est trop, moi je trouve que c'est exagéré au Québec, il tolère de point de vue pH 3 à 4% de variation. Alors que le NAPT, le North American Proficiency Test aux États-Unis, il ne tolère que 0,8 à 1,2 parce que la variation du pH est énorme. Je vais revenir sur cette variation de pH parce qu'au Québec, on a remarqué, même au sein du même laboratoire, il y a une grande variation des 2 pH, le pH haut, le pH SMP, qui servent pour faire le diagnostic de l'acidité et faire les recommandations de la quantité de chaux. Pour les autres, regardez les tolérances. Donc, le NAPT, dépendamment des régions, de la texture, il va de 5 à 10. Ils veulent pas que, entre les laboratoires, on aura une variation plus que 10%.
Le CAQ, c'est la même chose. Le caméliche, vous allez voir aussi que ici c'est 5 à 10, alors qu'au Québec, on va jusqu'à 13%. Je vais vous montrer pourquoi à Québec on a ce problème et qu'on l'a résolu aussi. Maintenant, j'ai voulu ramener ça à 10% de tolérance. La même chose pour ça, j'ai voulu le ramener aussi à 10% de tolérance pour le calcium, magnésium. Et la CEC, ça c'est une CEC estimée, mais vous voyez que ces tolérances, on l'a mis pour étudier cette périodicité. Et par la suite, donc on s'est dit, les 4 semaines et les 17 semaines, ça nous ramène à proposer notre premier modèle de recommandation de l'échantillonnage dépendamment de la saison. Donc, quand les sols seront ressuyés complètement et quand on commence l'activité agricole, généralement à la mi-avril, et à la mi-avril, ça c'est l'idéal, c'est-à-dire de point de vue échantillonnage. Pourquoi c'est l'idéal? C'est parce que toutes les grilles de fertilisation au Québec et même dans les autres provinces, tous les modèles de saturation des sols, les modèles environnementaux, toute la réglementation aussi par rapport au phosphore ont tous été basés sur un échantillonnage de printemps. C'est-à-dire que les grilles ont été basées sur un échantillonnage de printemps, le modèle de saturation en phosphore des sols et voir si le sol présente un risque environnemental, c'est basé sur aussi un échantillonnage de printemps. Donc, idéalement, la meilleure période d'échantillonnage, c'est le printemps. Et dans le printemps, donc on s'est dit l'autre fois, quelle que soit la période, c'est-à-dire pour avoir cette ressemblance ou ce minimum de dissemblance, c'est ne pas dépasser les 4 semaines d'un cycle d'échantillonnage à un autre. Donc, c'est pour cette raison aussi que j'ai mis, si on a choisi d'échantillonner ici, par exemple, l'idéal, c'est dans le prochain cycle, j'ai mis moins de semaines, plus de semaines. C'est-à-dire, ça, c'est au printemps, que je prélève au printemps, que je prélève à l'été, que je prélève à l'automne, toujours par rapport au premier cycle d'échantillonnage. Les prochains, je dois décaler de moins de semaines à plus de semaines pour avoir une échelle de comparaison. C'est-à-dire, surtout que maintenant, on parle beaucoup de la santé des sols, on parle de la sécurité des sols et la durabilité des sols. Et pour avoir une idée sur la durabilité des sols, l'idéal, c'est de comparer les cycles d'échantillonnage et de caractérisation. Donc, si je passe d'un cycle à un autre, je vais voir est-ce que ma saturation diminue ou elle augmente d'une façon importante. Ça, c'est pour comparer les comparables. Il faut rester toujours à plus ou moins 2 semaines pour avoir le maximum de représentativité. Au début, et si je reviens au périodogramme, c'est-à-dire après les 4 semaines, on va à 17 semaines, c'est-à-dire ça, c'est un échantillonnage de printemps. Ici, on revient à un échantillonnage à l'automne. L'échantillonnage à l'automne, c'est à peu près, il y a beaucoup de ressemblances au printemps. C'est pour ça qu'on s'est dit, éviter l'été. Au début, j'ai fermé cette fenêtre pour l'été. Mais j'ai eu beaucoup de contestations par rapport aux agronomes, par rapport aux conseillers. C'est parce que ils m'ont dit que, d'accord, le guide du CRAC, on l'utilise, mais il y en a beaucoup de producteurs agricoles qui sont autonomes, qui ont développé leur propre modèle de recommandation, leur propre modèle de diagnostic et leur propre modèle de recommandation. C'est-à-dire, ils ne se fient pas aux grilles. C'est parce que, comme vous le savez, les grilles de fertilisation, ce sont des grilles où on donne des moyennes, des comportements centraux, c'est-à-dire c'est des médianes ou des moyennes, mais il y en a des producteurs qui peuvent donner moins, d'autres producteurs qui donnent plus, mais il faut que l'agronome justifie pourquoi il donne plus pour ne pas causer aussi des torts pour l'environnement. Donc, dans ce cas, il y en a des producteurs agricoles qui ont leur propre système, ils ont fait leur propre expérimentation et ils ont leur propre dose. Ça fait qu'ils sont habitués à faire l'échantillonnage à l'été. Donc, on a dit que c'est une période peu recommandée plutôt que de fermer cette fenêtre d'échantillonnage. Mais aux yeux de l'environnement, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? C'est parce que si on fait un prélèvement à l'été, en pleine activité des micro-organismes, en pleine activité aussi du peuplement végétal avec son système racinaire, donc ça va déclarer plus de phosphore. Aux yeux du ministère de l'Environnement,
aux yeux des gens qui suivent le ROA, la réglementation sur les exploitations agricoles, c'est-à-dire c'est votre problème. Vous voulez déclarer plus de saturation de phosphore alors que nous, on met des restrictions par rapport aux valeurs de saturation en phosphore. Donc on s'est dit, tant que de point de vue environnemental, ça ne cause pas de problème, c'est plus quand les producteurs agricoles vont avoir des sols saturés, c'est là qu'ils vont avoir des troubles et ils devraient retourner à des périodes d'échantillonnage au printemps et à l'automne. Donc ça, c'est les strates temporelles. Aussi, dans la sous-strate temporelle, je reviens ici, on a parlé de la période d'échantillonnage et aussi la fréquence d'échantillonnage. On a observé que dans la fréquence d'échantillonnage, au Québec comme au Canada, on utilise ce qu'on appelle le triangle textural suivant, c'est-à-dire, et on a groupé les sols selon G1, G2, G3. Ça, c'est un autre problème. C'est parce que on n'analyse pas le pourcentage d'argile au Québec, on n'analyse pas le pourcentage de sable et de limon pour avoir une classe texturale comme le loam argileux, comme le argile sableux. C'est parce que ça coûte cher aussi. Donc, on parle à peu près d'une cinquantaine de dollars pour faire une caractérisation de la texture. Comme la CEC. La CEC aussi, ça coûte cher pour faire la caractérisation. Alors que toute la caractérisation de base, y compris les pH, la matière organique et tous les éléments assimilables, on parle de 20 à 25. C'est-à-dire, c'est énorme la texture et c'est pour ça qu'on ne le fait pas et que c'est à l'agronome ou au producteur agricole de faire une estimation tactile à la main pour dire ou de consulter le rapport pédologique ou la carte pédologique de son champ pour avoir une idée sur son champ. Est-ce qu'il est dans le groupe G1? Est-ce qu'il est dans le groupe G2 ou est-ce qu'on est le groupe G3? Le groupe G3, c'est-à-dire le groupe des sables, sable lommeux et loam sableux. Le groupe G2, c'est plus une texture moyenne, loam limoneux et limon. Et le groupe G1, c'est tout ce qui est pratiquement supérieur à 30% d'argile. Donc, on n'a pas besoin d'aller très finement dans les classes texturales. On a besoin vraiment juste de connaître le groupe textural et pas la classe. C'est parce que toutes les recommandations, quand on recommande des effluents d'élevage, fumier lisier, quand on recommande des engrais minéraux, quand on recommande aussi des coefficients d'efficacité par rapport aux matières résiduelles fertilisantes qu'on utilise. Donc, tout est basé sur ce groupement textural, le G1, G2, G3. Et même dans l'échantillonnage, quand vous pouvez l'observer, on a observé que le G1 et le G2, il y a une stabilité sur 5 ans. Je n'ai pas montré le détail ou comment on a convergé vers ça. C'est parce que vous avez besoin vraiment des aspects pratico-pratiques. Je vous présente l'essentiel des aspects pratico-pratiques. Mais le G3, c'est incroyable. D'ailleurs, dans des sols très filtrants où il y a une culture qui consomme beaucoup de fertilisants comme la pomme de terre sur des sols sableux, podzoliques, ça, c'est la fréquence d'échantillonnage était de 2 ans pratiquement. Pourquoi? C'est parce qu'on apporte beaucoup d'éléments fertilisants, le phosphore, le potassium, l'azote, parfois des oligoéléments, parfois des éléments secondaires. Aussi, le magnésium, il est apporté dans la culture de pommes de terre. Et on réalise qu'après 2 années, l'analyse, elle donne des valeurs complètement différentes. Alors que dans d'autres sols, G3, si c'est des prairies ou si c'est d'autres catégories de culture, généralement, il y a moins de problèmes. C'est-à-dire, on peut allonger le cycle jusqu'à 3 années. Mais le G3, c'est sûr que la fréquence d'échantillonnage est beaucoup plus réduite que le G1 et le G2. Donc, pour la temporelle, je reviens, on a résolu la période d'échantillonnage, on avait dit que c'est du printemps ou à l'automne. Le printemps ou à l'automne, même au sein de la même saison, il faut aussi, d'un cycle d'échantillonnage à un autre, il faut rester à plus ou moins 2 semaines, comme je l'avais montré. La fréquence d'échantillonnage, c'est de 5 années, elle est valable, c'est-à-dire on fait une caractérisation cette année, on revient 5 ans plus tard. Si je suis dans un groupe G1 ou G2, si je suis dans un groupe G3, dépendamment de type de production principale qui est appliquée, si c'est de la pomme de terre, c'est 2 ans, si c'est d'autres cultures, c'est 3 années de fréquence d'échantillonnage. Okay, donc je parle, etc., pour couvrir le maximum de concepts que vous devez vraiment bien les assimiler et les maîtriser. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein.
Je ne sais pas comment vous allez vous organiser, mais vous m'arrêtez et puis vous posez la question. Sinon, vous pouvez les noter et puis je vais revenir sur les diapositives. C'est ça. Donc maintenant, c'est la deuxième strate d'échantillonnage. Je vais parler de la deuxième strate d'échantillonnage qui est la spatiale. Et dans la spatiale, heureusement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à tous les chercheurs qui ont travaillé au Québec sur l'agriculture de précision. Pourquoi l'agriculture de précision? C'est parce qu'ils font un échantillonnage intensif. Pratiquement, c'est un échantillon par hectare, c'est-à-dire 30 mètres. Ici, on a une grille selon l'axe des Y de 30 mètres entre la distance qui sépare les prélèvements, selon cette direction X et selon cette direction Y. Ça fait que quand même, on a examiné 61 champs et la superficie, elle variait de 0,02 hectares jusqu'à 128 hectares. On avait un champ de 128 hectares. Et tous étaient caractérisés en termes d'agriculture de précision, c'est-à-dire un échantillonnage régulier selon les deux directions de l'espace X et Y. Et pourquoi ça? C'est pour vous dire que d'une place à une autre, c'est sûr qu'il y a de la variabilité, mais est-ce qu'on va converger toujours vers la même moyenne? C'est-à-dire tous ces échantillons ramassés, est-ce qu'ils me donnent la même moyenne? Regardez comment on a fait. On a pris ces 61 champs de superficie très différentes et on s'est dit, maintenant, sur ces échantillons, je vais prendre deux au hasard, n'importe. Je vais prendre deux sous-échantillons au hasard et je vais regarder la variation. Est-ce qu'il y a une grande variation entre les deux? Après ça, et je multiplie les deux, c'est-à-dire une fois je les prends ici, diagonale, c'est au hasard, vraiment au hasard. Une fois je les prends dans l'autre diagonale, une fois je les prends rapprochés, une fois je les prends éloignés, c'est vraiment au hasard, on a fait plusieurs combinaisons. Après ça, on s'est dit, à la place de deux, on va prendre trois. Trois sous-échantillons et voir la variation. Après ça, c'est quatre sous-échantillons et voir la variation. Et regardez, ici pour deux sous-échantillons, 3, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Parce que l'agriculture de précision, elle a généré beaucoup de sous-échantillons. Donc, on s'est permis de faire cet exercice. Et regardez la variation, plus le nombre de sous-échantillons est grand, plus l'erreur est faible. Donc, on peut diminuer grandement l'erreur. Ça, c'est le coefficient de variation. C'est comme un terme aussi d'erreur. Et là, parce que le CAQ, le CAQ, le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, qui accrédite les laboratoires et qui fait le suivi des laboratoires accrédités, généralement, il tolère pour certains paramètres le 10%. Pour la plupart, c'est que je parle de phosphore méliche, que je parle de magnésium, de calcium, etc., de matière organique, c'est 10%. Et regardez ici, si j'applique la même tolérance, ici j'arrive à 13 sous-échantillons pour lui. Et je regarde élément par élément. Lui, par exemple, c'est le P sur AL, le bleu, c'est le P sur AL, le mauve ici, c'est le potassium mélige 3, etc. Donc, j'ai pris toutes les caractérisations de base, y compris le pH. On sait que le pH, puisqu'il est exprimé sur une base logarithmique, donc sa variation, elle devrait être très, très faible. Et c'est pour cette raison que la tolérance sur les pH est beaucoup plus faible parce que les pH sont exprimés sur une base logarithmique. C'est comme on a condensé l'échelle, on a rétréci l'échelle, et quand on a rétréci l'échelle, on rétrécit aussi la tolérance sur cette échelle. C'est ça. Donc, on s'est dit, de toutes les courbes de caractérisation, nous, le nombre de sous-échantillons qu'on va retenir ici, c'est le nombre de sous-échantillons qui correspond au paramètre qui présente le plus de variation. Et le paramètre le plus de variation, c'est la courbe la plus au-dessus, c'est-à-dire la plus haute courbe. On la prend, on applique la tolérance du CAQ, on arrive à 13 sous-échantillons. Ça, c'est un minimum à considérer pour avoir toujours la même représentativité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on admet qu'il y a de la variation spatiale. On admet qu'au sein du même champ, on a des valeurs qui sont très différentes d'un endroit à un autre, mais le plus important, c'est que toujours, le même champ devrait toujours me donner la même valeur. Et la même valeur, c'est la moyenne. Et pour avoir la même moyenne, ça me prend un minimum de sous-échantillons. C'est-à-dire une moyenne faite avec deux sous-échantillons ne donne pas toujours une bonne moyenne comme
si je le fais avec 3 ou 4 ou 5. Plus j'augmente le nombre de sous-échantillons, plus je converge vers une moyenne qui est répétitive. C'est-à-dire que la moyenne, je ne me trompe pas si j'augmente le nombre de sous-échantillons. Et cette façon de faire, pourquoi je l'ai développée? Pour éviter aux producteurs agricoles de se faire morceler leur champ agricole. Parce qu'on a eu une discussion avec le ministère de l'Environnement et ils voulaient morceler ces champs-là. Donc, on a retenu ce principe, on l'a fait pour l'ensemble des 61 champs et finalement, on est arrivé à un nombre de sous-échantillons qui dépend de la grandeur, de la taille, c'est-à-dire de la superficie du champ, de la nature de travail du sol. Est-ce que c'est un travail conventionnel, labour à l'automne et préparation du lit de semence ou d'anersage au printemps, et aussi de la notion de saturation en phosphore. C'est parce que c'est un paramètre qui s'est avéré très important, surtout dans les régions de forte densité animale où on a l'application massive des effluents d'élevage. Donc ça crée des conditions d'hétérogénéité énormes et ça rentre dans la formule du nombre minimum de sous-échantillons. Donc, selon cet exercice, on a combiné tout ça et on a vu que juste avec la grandeur du champ, ça c'est des superficies inférieures à 10 hectares. On a vu que le nombre de sous-échantillons s'approche de 10, quelle que soit la superficie, même pour des petites superficies de 0,01. On arrive à 10 sous-échantillons pour avoir une moyenne qui est stable. Donc, après ça, au-delà de 10, donc après ça, on a pris plus que 10 et plus, c'est-à-dire de superficie. On a regardé qu'il y a, ça c'est le nombre de sous-échantillons, qu'il y a une courbe, une pente ici linéaire en fonction de la superficie. Et c'est une pente de 0,7, ça s'approche de 1. Qu'est-ce que ça veut dire de 1? C'est-à-dire si j'augmente d'un hectare, je dois augmenter d'un sous-échantillon. Donc on s'est dit, toutes les superficies inférieures à 10, on va garder 10 sous-échantillons au minimum. Pour les superficies qui dépassent les 10 hectares, on doit ajouter un sous-échantillon supplémentaire pour un hectare supplémentaire. Et pour tout ce qui est supérieur à 25 hectares, la pente était très faible, elle était de 0,2. C'est-à-dire, je représente un champ de 25 ou un champ de 128 hectares. Rappelez-vous, le plus élevé, c'était 128 hectares. Ça me donne ici de 25 et plus hectares. L'augmentation du nombre de sous-échantillons n'est que de 0,2, c'est-à-dire un cinquième. C'est-à-dire pour chaque 5 hectares supplémentaires, on augmente d'un seul sous-échantillon. Et ici, je vous ai proposé dans le guide d'échantillonnage pour avoir le maximum de représentativité, pour avoir aussi, si on fait un suivi de la santé et de la durabilité des sols, d'un cycle d'échantillonnage à un autre, il faut absolument respecter cette notion de superficie, cette notion de comment choisir le nombre de sous-échantillons en fonction de la superficie. Si la superficie est inférieure ou égale à 10, on prend 10 sous-échantillons, quel que soit. Si elle est de 10 à 25, en plus de ces 10 échantillons, on augmente de 1 hectare supplémentaire on augmente d'un sous-échantillon à chaque hectare supplémentaire. Et si ça dépasse les 25, donc on prend les 25 sous-échantillons et on augmente d'un sous-échantillon par 5 hectares supplémentaires. C'est ça. Ici aussi, en fonction, regardez le coefficient de variation en fonction de l'indice de saturation en phosphore, le P sur AL. C'est parce qu'il est devenu notre indicateur de diagnostic au Québec. Avant, on prenait juste le phosphore, mais maintenant, on prend le P sur AL. Je vais y revenir. Donc, le coefficient de variation, il est d'autant plus important ici que l'indice de saturation est élevé. Et cet indice de saturation est causé essentiellement par les effluents d'élevage. Plus on est proche d'une région à forte densité animale, plus on est dans une ferme à élevage, que ce soit élevage porcin ou élevage laitier ou n'importe quel type d'élevage qui génère beaucoup d'effluents d'élevage. Donc, soyez certains
que vous allez créer de l'hétérogénéité. Soyez certain que vous allez augmenter la saturation de votre sol en phosphore et la saturation est devenue un critère aussi un critère qui distingue l'hétérogénéité ou l'homogénéité d'un champ agricole et on devrait en tenir compte quand on va établir le nombre de sous-échantillons. Comme par exemple, ici, j'ai pris le G1 avec le G1 argile lourde, c'est-à-dire pour les sols qui contiennent plus que 60% d'argile. Donc, vous voyez que la texture peut jouer un rôle important au niveau de la décision. Je n'ai pas présenté les autres, c'est parce que pour ne pas alourdir cette présentation, mais à la fin, on s'est dit, dépendamment de la texture, on a 3 types de textures, le G1, G2, G3. On a aussi dans le G1, il y a une sous-catégorie, le G1 argile lourde, dont le pourcentage d'argile est supérieur à 60%. On a aussi les sols minéraux de Canneberge et les sols organiques. Donc, ils sont tous caractérisés par des indices de saturation. C'est l'ISP1. Pour ces 4 catégories, c'est l'ISP1. Pour les sols minéraux de Canneberge, je vais y revenir, c'est l'ISP2. Et pour les sols organiques, ça s'appelle un autre indicateur qui s'appelle l'ISP3. Et on a donné les valeurs critiques environnementales. C'est ce que vous devez retenir aussi comme valeurs critiques environnementales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au-delà de ces valeurs critiques environnementales, il y a des fortes probabilités que le phosphore soit diffusé dans les cours d'eau. C'est une forte probabilité que le phosphore, que la richesse du sol en phosphore soit élevée, et non seulement élevée, et que ce phosphore, il est très soumis aux actions de charriage et de ruissellement qui va ramener le phosphore vers les eaux de surface environnantes. Et dans ce cas, si ça dépasse la valeur critique environnementale, on doit augmenter le nombre de sous-échantillons de 20%. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation d'excès de phosphore, si vous êtes dans une situation où le sol est considéré comme saturé, je dis un sol saturé en phosphore, quand il dépasse les 6% pour les argiles lourdes, de 8% dans les G1 d'une façon générale, de 11% dans les groupes texturaux G2 et de 15% dans le G3. Donc, ça, je rappelle que la notion de groupe texturaux, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de connaître la classe texturale comme argile, loam, limoneuse, etc. Vous avez besoin juste de connaître le groupe textural G1, G2, G3, c'est-à-dire texture fine, texture grossière ou texture moyenne. Et à partir de là, vous avez des valeurs critiques environnementales. Si vous dépassez les valeurs critiques environnementales, du nombre de sous-échantillons que vous avez identifiés avec la taille ou la superficie du champ, vous augmentez de 20% pour considérer l'indice de saturation en phosphore. Le troisième, oui, allez-y. Je ne sais pas, je peux vous interrompre. En fait, il y a 3 questions. Qu'on va avoir plus de phosphore dû à l'activité microbienne des cultures en pleine croissance. Est-ce similaire pour les autres éléments tels le magnésium et le potassium? Oh, c'est une excellente question. Malheureusement, on l'a observé, peut-être heureusement aussi, on l'a observé seulement pour le phosphore et le pH. Donc, le pH, il a baissé d'une façon drastique. Le phosphore, il a augmenté d'une façon incroyable. Dans la littérature, j'ai vu qu'il y en a aussi une variation du potassium, mais dans les expériences qu'on a menées, il y a aucune variation pour les autres éléments. Il y a juste le phosphore et le pH. Pour ceux qui sont intéressés aussi à voir ces aspects temporels, il y a un article qui vient d'apparaître dans Canadian Journal. C'était en janvier 2022, c'est-à-dire récent, où il y a le nom de mon étudiante, elle s'appelle Akima Chalabi. Vous pouvez aussi le consulter. Il va vous donner très en détail, élément par élément, pour ceux qui seront intéressés. Dans Canadian Journal, Temporal Variability, vous cliquez ça et vous allez trouver, nous dans l'article, on a critiqué tous les éléments, mais on a vu que seulement pour le phosphore, l'indice de saturation, le P sur AL, et le pH, qu'il y a eu de la variation. Pour les autres, non. OK, parfait. Il y a une deuxième question, je ne sais pas si c'est possible. La deuxième question, c'est nous aimerions savoir, après l'épandage de fumier au printemps, combien de temps recommandez-vous d'attendre avant de prendre l'échantillon de sol? L'échantillonnage au printemps.
C'est ça. Donc, ça, c'est malheureusement dans notre recherche, dans notre expérimentation qu'on a faite, on n'a pas traité des parcelles qui sentent fraîchement amendées en effluent d'élevage. Mais on a consulté la littérature et dans les cas où il y a eu des apports et un échantillonnage tout de suite après, malheureusement, l'effet était négligeable. Dans tous les cas que j'ai consultés, peut-être j'ai consulté 5 cas et les 5 cas, ils disent que ça n'a pas changé l'analyse du sol. Le fait de prendre l'échantillon avant l'épandage ou tout de suite après l'épandage, c'est parce que le fait d'augmenter le nombre de sous-échantillons et le fait d'éviter, surtout pour le fumier solide, le fait d'éviter le fumier solide, ça n'a pas influencé les analyses. Mais ça prend une petite recherche. Parce que c'est une remarque très pertinente. Les cas que j'ai consultés aussi, c'est pas des apports massifs des effluents d'élevage, mais dans notre cas, si on apporte une bonne quantité, c'est-à-dire on parle à peu près de 30 tonnes ou même si c'est 40 tonnes, ça c'est sûr que ça va influencer. Mais pour les articles que j'ai consultés, les apports ne dépassaient pas vraiment les 20 tonnes à l'hectare. Il n'y avait pas de changement au niveau de l'analyse. OK, parfait. C'était les 2 questions que j'avais pour l'instant. OK, super. Donc, oui. Okay, donc, je peux continuer ou je peux laisser aussi l'interaction des... Oui, non, il y a 2 questions, puis j'ai donné 2 questions, il faut continuer. OK, c'est super. Donc, ça, j'ai pas conduit des expériences sur le type de travail du sol, mais on a consulté des articles scientifiques, surtout avec nos voisins américains. Ils ont fait beaucoup de recherches sur la façon de placer l'engrais. C'est-à-dire si l'engrais est placé dans la bande de placement, comme la pratique pour le maïs, où on apporte de l'engrais en dessous de la semence, ou par exemple le planteur de pommes de terre aussi, où on apporte l'engrais en dessous de la semence. Ça, il y avait une grande variation de la teneur en phosphore. Ça, c'est dans régions où il y a des sols calcaires, des sols plus à pH qui tournent autour de 7, c'est pas comme au Québec. Et on a vu que le phosphore est trop élevé. C'est-à-dire un 80 ppm de P. Olsen, c'est énorme. C'est comme l'équivalent de 300 ppm en phosphore méliche au Québec. Ici, c'est on a prélevé pour de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 40, c'est-à-dire à plusieurs profondeurs. Et ici, on a regardé la variation radiale, c'est-à-dire ici, c'est vraiment la ligne de plantation. C'est vraiment la partie médiane de la ligne de plantation, là où on a apporté le maximum d'engrais, là où il y a la plus forte concentration du phosphore. Mais en s'éloignant de la ligne de plantation, la ligne de placement de l'engrais, la concentration baisse d'une façon drastique. C'est-à-dire ça passe de 5 ppm, de 5 mg d'Olson. L'importance, elle est de 16 fois. Ça, c'est pour le loam argileux. Pour le loam limoneux, elle est de 5 fois la différence. Et pour le loam limoneux à pH 7, à pH 5,3, c'est de 3 fois. Donc, pour vous dire que on fait très attention par rapport à l'échantillonnage si on a une application en bande. Si on a aussi un semi-direct où on apporte l'engrais en dessous de la semence, on devrait aussi faire attention dans la caractérisation. Et dans ce cas, pour le travail du sol, si on a un travail conventionnel de labour avec un herçage au printemps ou avec ça, on ne change pas, c'est-à-dire ce qu'on a obtenu comme nombre de sous-échantillons, on ne le change pas. Mais pour le travail réduit, si ça dépasse les 3 années, généralement, on multiplie par 25% si les rangs sont visibles. C'est-à-dire, comme par exemple, on fait l'alternance de maïs avec du soya, et c'est toujours sur les mêmes lignes de plantation. Supposons le soya, on le met à 30 pouces, ou si le maïs, c'est la même distance de 76 cm, et que le soya, entre les 2 lignes de plantation, on met un soya une année sur 2. Ça, les lignes sont visibles. À chaque année, on peut voir que les lignes. Donc, si les lignes sont visibles, donc on augmente seulement de 25%, et on doit choisir un rapport, ce qu'on appelle ici le rapport d'ajustement
pour déterminer le nombre de sous-échantillons prélevés entre les rangs. C'est parce que quand on a une façon de localiser l'engrais, il faut tenir compte d'un échantillonnage dans la ligne de plantation, c'est-à-dire il faut faire un échantillonnage ici dans la ligne de plantation et un échantillonnage entre les lignes de plantation. Mais ce rapport va vous donner ici la proportion, c'est-à-dire si vous prélevez dans la ligne de plantation, il faut multiplier par combien pour avoir un échantillonnage entre les lignes de plantation. Et ce RA, c'est 8 divisé par 30, multiplié par le RPE, c'est l'espacement entre les rangs de plantation exprimé en centimètres. Si vous avez du maïs, par exemple, on a 76 centimètres de maïs. Si vous avez, en tout cas, si vous avez du blé à 15 centimètres, si vous avez d'autres céréales, mais généralement, c'est très difficile pour les autres céréales d'avoir des lignes visibles, donc on tombe dans cette catégorie. Si les rangs ne sont pas visibles, et que c'est très difficile de distinguer la ligne de placement de l'engrais de l'espace entre les lignes de placement de l'engrais. Ici, vous augmentez de 50% le nombre de sous-échantillons. C'est une règle d'or, vraiment, on la trouve pour augmenter la représentativité de l'échantillon. Et regardez, ici vous avez un exemple. Par exemple, ici vous avez un champ de 20 hectares. C'est un somme minérale de texture moyenne G2. L'indice de saturation, il est de 12. La culture de maïs et de soya en semi-direct depuis 5 ans, c'est-à-dire on dépasse les 3 ans. Donc ici, le nombre minimum dépend de la superficie, dépend de la nature de travail du sol et dépend de la saturation du sol. La grandeur du champ, on avait parlé de 20 hectares. 20 hectares, ce n'est pas 10 hectares, 25 hectares. Donc, j'applique le tableau 1, rappelez-vous, pour la superficie. Donc, si je suis ici entre 10 et 25, j'ai 20 hectares, je prends 10 plus un sous-échantillon par hectare supplémentaire. J'ai 10 hectares, donc 10 sous-échantillons. J'ai 10 hectares supplémentaires, donc j'aurai 10 sous-échantillons supplémentaires. Ça fait en tout ces 20 sous-échantillons. Donc, considérant la taille ou la superficie, je prends 20 sous-échantillons. Maintenant, j'ai des lignes visibles. On voit les lignes de maïs qui sont, les lignes de maïs, c'est à 30 pouces et les lignes de soya sont. C'est pour cette raison qu'on doit tenir compte des lignes entre le soya. Et ici, je multiplie par 25% ce nombre de 20 sous-échantillons. Donc, pourquoi? C'est parce que les lignes sont visibles. Donc, je le multiplie par 25 et je multiplie par 20%. Pourquoi? Parce que l'indice de saturation de phosphore, il est de 12%. Je suis dans un groupe G2. Donc, je reviens à la saturation. Je suis dans un groupe G2 ici. Donc, l'ISP, il est de 12, il dépasse les 11. Donc, je dois augmenter de 20% le nombre de sous-échantillons. Et ici, j'aurai donc le 20%. Le 25, je le rappelle, si je suis avec des rangs fixes qui sont visibles, j'augmente de 25%. Okay? Donc, en tout, j'aurai le nombre de sous-échantillons. C'est 20 multiplié par 1,25 multiplié par 1,20, c'est-à-dire on augmente de 25% pour considérer le type de travail du sol et on augmente de 20% pour tenir compte d'une saturation trop élevée pour un groupe textural G2. Donc, le nombre total, ça me donne 30. Mais sauf le 30 ici, c'est où est-ce qu'on va le prélever? Est-ce qu'on le prélève dans les lignes de plantation ou entre les lignes de plantation? Et c'est pour cette raison qu'on doit appliquer ce rapport-là. C'est le rapport d'ajustement pour déterminer le nombre de sous-échantillons dans les lignes de plantation et le nombre de sous-échantillons entre les lignes de plantation. Donc, l'espacement entre les rangs de plantation, c'est de 38 cm. C'est le 15 pouces de soya, c'est 38 cm. Donc, j'applique la formule ici, RA est égal à 8 divisé par 30 fois 38. Donc, j'obtiens 8 divisé par 30 fois 38 est égal à 10. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire il faut 10 fois plus de sous-échantillons entre les rangs que dans les rangs. C'est-à-dire, si je prélève un échantillon entre les rangs, je dois prélever 9 autres échantillons
10 autres échantillons entre les rangs. Il faut que ça soit un multiple de 10 entre les rangs de plantation pour avoir le maximum de représentativité de votre échantillon. Parce que l'échantillon que vous prélevez dans la ligne de plantation ou dans la ligne de placement de l'engrais, il va avoir une concentration beaucoup plus élevée en éléments fertilisants que l'échantillon qui sera, le sous-échantillon qui sera prélevé entre les lignes de plantation. Et de ce fait, on a ici 30 en tout, on a un rapport de 10, donc puisqu'on a, pour avoir c'est-à-dire ce nombre total, je peux prendre 3 sous-échantillons dans les lignes de plantation que je multiplie par 10, ça va me donner 30. Donc, puisque en tout j'ai 30, ça fait que je prends 3 sous-échantillons dans les lignes de plantation et 27 entre les lignes de plantation. Okay? Donc, ça vous donne une idée sur comment gérer la variabilité spatiale. Autre chose pour la variabilité spatiale, sincèrement, j'ai pas expérimenté le patron d'échantillonnage. C'est-à-dire, est-ce que je le prends au hasard? Au début, on prenait au hasard, on prenait selon le zigzag ici, et puis dans la littérature, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait tester plusieurs patrons d'échantillonnage et il a trouvé que le W tronqué, c'est le meilleur. Il a gagné quelques degrés de précision, c'est pas énorme. Donc, moi, je dirais le fait d'échantillonner au hasard ou d'échantillonner en zigzag ou le fait d'échantillonner en W tronqué, le W tronqué, ça va vous faire gagner quelques degrés, à peu près, on parle de 3% de précision, c'est pas énorme. Mais pour les gens qui sont très judicieux et qui veulent minimiser toutes les sources d'erreurs, c'est le patron le plus privilégié dans la littérature. Voici, ça c'est pour le patron d'échantillonnage. Donc vous voyez que pour la strate de variabilité spatiale, on a réglé le nombre de sous-échantillons par la taille ou la superficie, c'est-à-dire la superficie, on l'a réglé par la représentativité de nombre de sous-échantillons, par la saturation des sols en phosphore et par le type de travail du sol. Donc, pour déterminer le nombre optimum. Et ici, on a proposé un patron d'échantillonnage qui est le plus précis. Donc, une fois on a réglé le problème de représentativité spatiale, on passe au ponctuel. Ça, c'est ici, je vais passer en revue très rapidement. C'est parce que, sincèrement, on n'a pas trouvé de différence ni dans la profondeur de prélèvement, ni dans l'ondulation quand on laboure pas, mais la seule chose, c'est la perte de matériel. Oh, je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la perte de matériel? Je commence par la plus importante, c'est qu'on a pris plusieurs tarières. Je ne sais pas si je l'ai, les tarières ici. Voilà, c'est ça. On a pris une pelle, c'est parce que parfois, ça arrive à un producteur agricole de prendre la pelle pour prendre des sous-échantillons. On a pris la hollandaise, la tarière hollandaise. On a pris l'Oakfield, la plupart des agronomes utilisent l'Oakfield, et on a pris la prosonde. La prosonde, c'est un tube très, très fin. C'est-à-dire il prélève un petit volume de sol. De point de vue, c'est-à-dire volume, c'est aux alentours de 17 fois le volume prélevé par l'Oakfield que par la prosonde. La prosonde, elle a été brevetée par des Français et a été ramenée au Québec. Maintenant, on fait l'usinage après 5 ans ou je ne sais pas combien, c'est-à-dire ils perdent l'exclusivité pour le brevet. Ça fait que maintenant, c'est commercialisé. Il y en a ceux qui utilisent la prosonde. La plupart des agronomes utilisent l'Oakfield. Il y a la hollandaise, elle prélève un volume beaucoup plus élevé que l'Oakfield et la pelle prélève un prélèvement beaucoup plus. Et aussi, donc, qu'est-ce qu'on fait si on prend avec la pelle? C'est sûr que on doit mettre dans une chaudière, on doit la mélanger et après on prend un échantillon de l'échantillon de mélange, on prend une partie de 300 à peu près à 500 grammes qu'on envoie au laboratoire et le reste on va le jeter. Nous, ce qu'on a fait, on a fait les mêmes techniques pour les 4 outils qui sont les plus communs au Québec. Et on a fait l'expérimentation. Et d'une part, lorsqu'on utilisait le prosonde, le temps que ça nous a pris, c'est aux alentours de 15 minutes.
Comparé à la Field C27, avec le même patron d'échantillonnage, avec le même nombre de sous-échantillons, etc., comparé à l'appel, la hollandaise qui nous a occasionné le plus de temps. C'est vraiment, c'est elle qui prend le plus de temps. Donc, il y a une économie de temps quand on considère la ProSonde ou Lockfield. Par rapport aux autres, ça dure. De deux aussi, avec la ProSonde, ce qui est bien, c'est que avec la ProSonde, j'ai pas de perte de matériel. J'ai pas besoin ici pour remplir un sac de 300 à 500 grammes, la quantité qu'on recommande à envoyer au laboratoire. Donc ici, on peut aller jusqu'à 40 sous-échantillons pour remplir le sac. Et donc, je ne perds pas de matériel. Tous les sous-échantillons sont récupérés dans le même sac qui va aller au laboratoire. Alors qu'avec les autres, avec Lockfield ou les autres, je suis obligé de passer par une étape intermédiaire, de mélanger les 30 ou les 40 sous-échantillons, ou dépendamment du nombre que vous allez décider en fonction de ce que j'ai présenté tantôt, et de prélever celui qui est représentatif, qui doit aller au laboratoire. C'est ça. Et regardez ici, à part le temps d'économie, donc la ProSonde, il n'y a pas de perte. Ici, j'ai représenté le bleu avec le rouge. Le rouge, c'est j'ai fait l'analyse dans la perte de matériel qui sera jetée et dans l'échantillon qui est supposé partir au laboratoire. Et j'ai voulu comparer, est-ce que l'analyse ici et là, est-ce que ça donne le même résultat ou pas? Et à ma surprise, c'est d'une part, et on a fait plusieurs répétitions, c'est sûr, quand on prend l'appel, regardez la perte de matériel d'une répétition à une autre, c'est beaucoup de variations, c'est énorme la variation. Ça c'est pour la hollandaise, entre l'échantillon qui est destiné au laboratoire et la partie qui sera perdue, il y a un écart entre les deux. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes résultats. Alors que la ProSonde de Lockfield, ça donne... la ProSonde, il n'y a pas de perte de matériel, mais Lockfield, ça donne les mêmes résultats. Donc, on a recommandé d'utiliser ou la ProSonde ou Lockfield et d'oublier les pelles et la hollandaise dans la caractérisation des sols. Donc, je recommande fortement ces deux outils. Je ne sais pas si je l'ai encore. Oui, ces deux outils, c'est-à-dire l'outil 3 et l'outil 4, la Lockfield et la ProSonde. Et c'est d'abandonner sincèrement, surtout lorsqu'on a un grand nombre de sous-échantillons à prélever. Donc, d'oublier la hollandaise et d'oublier l'appel. C'est ça. Lui, je vais le passer en revue. Tout ça pour vous dire que on a prélevé un échantillon. On a prélevé un échantillon représentatif, on a mis des drapeaux avec un truc qui se rabat, c'est-à-dire qu'il ne sera pas influencé par la charrue qui passe. On a demandé au producteur agricole de passer sa charrue, il a labouré et tout de suite, on a pris le même échantillon. Donc, on n'a pas trouvé de différence significative pour un terrain labouré ou non labouré. Donc, la composante labour, ça n'influence pas. Même chose pour la profondeur. On a prélevé de 15 à 20, de 15 à 25, de 20 à 25. Il n'y a pas de différence vraiment. Surtout quand le sol est traité de la même façon, surtout pour le travail conventionnel du sol où on traite le sol toujours de la même façon. C'est ça. Donc, on a réglé aussi le ponctuel à travers ça. Il n'y a pas juste par le choix de l'instrument. Dans cette strate, on a vu que le seul élément représentatif, c'était la perte de matériel. Il faut bien choisir l'instrument. Et l'instrument qu'on a choisi, c'est la ProSonde ou Lockfield. Donc, oui. Petite question. La question est, on parle souvent de ne pas toucher à l'échantillon à main nue car ça pourrait modifier le résultat. Qu'en est-il réellement? Sincèrement, je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? Pour la caractérisation de base. C'est parce que moi, je reste dans la caractérisation de base, les PHO, PHSMP et les autres éléments. Si c'était un élément, par exemple, bactériologique, ou par exemple, je veux déterminer l'activité microbienne, ou je veux déterminer d'autres paramètres, comme par exemple d'autres contaminants,
peut-être ça peut influencer. C'est parce que ça se mesure au ppb, c'est parti par billion. Donc, le fait de toucher le sol avec les mains, ça peut influencer. Mais si vous êtes dans la caractérisation de base, sincèrement, ça n'a pas d'influence. Donc, je pense pas. On n'a pas fait l'expérimentation. On a toujours mis des gants pour le faire, pour bien faire ça. Mais sincèrement, d'après mes connaissances sur les éléments qu'on analyse dans la caractérisation de base, je ne pense pas que le fait de manipuler le sol avec les mains, ça peut influencer la caractérisation de base que j'ai présentée. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est ça. Donc, après ça, c'est la préparation des échantillons. Et dans la préparation des échantillons, on était sincèrement surpris. Et même les laboratoires aussi. Donc, ça, c'est dans le deuxième comité. C'est parce qu'on a traité le premier avec le premier comité sur l'échantillonnage. Et il y a un deuxième comité où il y a les responsables des laboratoires. Donc, on a regroupé tous les responsables des laboratoires. Et c'est-à-dire, je suis allé à l'Université Laval, j'ai prélevé 3 types de sols, G1, G2, G3. J'ai confectionné une tarte, je ne sais pas si je l'ai dessinée, non. J'ai confectionné une tarte avec l'échantillon, j'ai prélevé à peu près 8 kilos. Et après, j'ai subdivisé en 2, en 4, en 8, en 16, etc. Et jusqu'à j'ai obtenu 16 morceaux de la tarte. J'ai pris un pour déterminer son humidité, l'état initial. Après ça, le premier morceau de tarte, je l'ai gardé pour l'envoyer au laboratoire 1, le deuxième pour le laboratoire 2, le troisième pour le lab 3, le quatrième pour le lab 4, le cinquième pour le lab 5. J'ai fait une deuxième répétition. Lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, lab 5. Ça, c'est pour le G1, par exemple. Et j'ai fait une troisième répétition. C'est la méthode du duplicata. Comme je l'ai dit, on veut voir c'est où la source de variation, c'est où le problème. C'est comme je vous ai dit, pour cibler vraiment les sources de variation, il faut dupliquer, il faut appliquer la méthode anglaise dans le duplicata ou dans ce qu'on appelle la structure nichée. Et on a demandé au laboratoire de juste préparer les échantillons, c'est-à-dire recevoir l'échantillon. S'il y en a des cailloux, ils vont les enlever, de sécher l'échantillon, de le broyer, puis de le tamiser. Donc, ils ont fait ça, ils nous ont retourné les échantillons et nous, on a analysé. Donc, on a appliqué pour trois catégories, le G1, G2, G3, on a fait la même chose. Donc, on a appliqué pour les 5 laboratoires, donc ils ont reçu les 5 laboratoires, les 3 textures, G1, G2, G3, avec les 3 répétitions de préparation. Ils ont préparé et nous, au laboratoire, donc ils ont fait un triplicata et au laboratoire, on a aussi tripliqué. Donc, on a pour voir est-ce qu'il s'agit d'une source intra-laboratoire de variation, d'une source intra-laboratoire de préparation de l'échantillon ou d'une source inter-laboratoire de préparation de l'échantillon. Et les laboratoires, donc, ils ont séché, ils ont broyé, ils ont tamisé et on a comparé pour G1, G2, G3, on a fait toutes les analyses. Et à notre surprise, on a vu que d'un laboratoire à un autre, la variation était énorme pour le phosphore, était énorme pour l'indice de saturation, était énorme pour les oligoéléments comme le manganèse et le cuivre. C'est-à-dire que les méthodes, et pour le G3 par exemple, on était surpris de la matière organique qui dépasse les tolérances. Pour d'autres aussi, le magnésium, la CEC, pour le manganèse, etc. Donc, on a vu que le rouge, ce sont les niveaux de dépassement des tolérances faites par le CAQ, par le Centre d'expertise en analyse environnementale. Donc, de cela aussi, on a publié un article, c'est la même, c'est Madame Chelabi, mon étudiante au doctorat, qui a travaillé avec un laboratoire accrédité qui est à Grand-Virolab et que je l'ai engagé tout de suite après pour faire un doctorat et elle a travaillé sur ces aspects-là. Donc, et puis, on a sorti des recommandations et maintenant tous les laboratoires appliquent ces recommandations-là. Donc, on a vu vraiment des surprises. Il y en a un laboratoire qui sèche à 105 degrés, un autre laboratoire à 40, un autre laboratoire à l'air libre. Donc, il y a eu beaucoup des conditions d'hétérogénéité. À la fin, on a sorti des recommandations pour dire
regardez, pour la préparation des échantillons, on n'est pas conforme. D'accord, vous êtes suivi par le programme PALA du CEAQ, vous êtes accrédité, mais le problème, c'est que le CEAQ vous envoie le même échantillon déjà préparé, déjà tamisé, déjà broyé, déjà asséché. Donc, on n'observait pas cet artefact de préparation de l'échantillonnage dans la variation de la caractérisation. Donc, on a sorti dans cet article scientifique une taille de l'échantillon qui ne doit pas être inférieur à 300 et qui ne doit pas être supérieur à 500, qu'on doit étaler l'échantillon, qu'on doit faire le séchage ou à 37, pas plus, ou pendant 24 à 72 heures, ou à l'air libre. C'est-à-dire on peut faire l'air libre ou 37, ça donne à peu près les mêmes résultats. On doit enlever les roches et les débris avant le broyage. C'est parce qu'il y avait un laboratoire qui a un broyeur très robuste. Il faisait passer aussi les roches. Et ça a faussé vraiment les résultats. Il y en a un laboratoire, malheureusement, parmi les 5, qui fait un tamisage avant le broyage, et ce qu'il récupère sur le tamis, il va le broyer. Ça, c'était pas une bonne technique. Il a sorti vraiment des résultats qui sont... il faut faire le calibrage aussi des broyeurs. Maintenant, on a une façon uniforme d'un laboratoire à un autre, toujours d'avoir à peu près la même finesse des particules des sols à caractériser. Et la durée du broyage, c'est parce que dans la littérature, on a trouvé que si on augmente la durée du broyage, il y en a des éléments, surtout le fer, il va déclarer des valeurs beaucoup plus élevées. Tamisage, on a dit à 2 mm, c'est parce qu'il y a une confusion. Il y a un laboratoire qui, 2 mm, c'est ce qu'on appelle c'est le Mesh 10, c'est un tamis, c'est un calibre de tamis, mais le Mesh 10 selon Taylor et Mesh 10 américain, c'est pas pareil. Donc, l'américain, c'est 1,7, Taylor, c'est 2 mm. Donc, on avait dit, faites attention, il faut que ce soit les 2 mm. Et mettre en place un processus d'évaluation de l'uniformité. Nous, on l'a démarré à l'Université Laval, on l'a appliqué avec l'IRDA et avec le CEAQ, et maintenant, on va continuer à toujours observer et évaluer les laboratoires par rapport à la qualité des échantillons préparés. C'est ça. Et pour la dernière strate, le laboratoire, on a trouvé aussi des erreurs au niveau laboratoire. Généralement, les cartes de contrôle de la qualité, eux, ils le suivent, mais il y avait des biais. Malgré ça, regardez ici, c'est les techniques, par exemple, la répétabilité, elle était bonne, le contrôle interlaboratoire, il était bon, ça c'est le programme PALA qui le suivait, mais le biais, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire le biais, c'est-à-dire que parfois il y en a des techniques, qu'on le fasse, ces techniques-là, et que ça peut créer toujours le même biais, toujours la même variation. C'est-à-dire, on ne peut pas la détecter entre les laboratoires ou au sein du même laboratoire, mais on devrait faire attention. Comme par exemple l'affaire de la cuillère. Beaucoup ont critiqué la cuillère. C'est comme, vous le savez, pour simplifier la caractérisation, les Américains, le NAPT, le North American Proficiency Test, au lieu de peser exactement 3 grammes, ils prenaient une cuillère de 3 cc, de 3 cm3, ils le remplissent et puis à la place de 3 grammes, ils prennent 3 cm3. Et ils considèrent que les éléments qu'on diagnostique, le phosphore, l'aluminium et tous les autres éléments, ça donne à peu près les mêmes résultats avec une prise de sol avec la cuillère ou avec les 3 grains. Et là, j'ai publié un article scientifique pour dire qu'il y avait un tort ici dans la prise de l'échantillon et qu'il y en a des éléments où c'est mieux de prendre un volume de 3 cc et il y en a des éléments où c'est mieux de prendre la masse, c'est-à-dire le 3 grammes ou la masse de la cuillère. Qu'est-ce que ça donne? Et maintenant, les laboratoires, dorénavant, ils vont appliquer la masse pour les bases échangeables, pour tout ce qui est potassium, calcium, magnésium, et ils considèrent le volume de 3 cc pour le phosphore, l'aluminium et le fer. C'était surprenant, mais c'était ça la réalité.
Donc, ce qu'on a dit que, comme conclusion pour la cuillère, que le manque de communication entre les institutions de recherche et les laboratoires d'analyse lors d'élaboration des grilles de fertilisation a conduit à des grandes sous-estimations de la fertilisation, surtout pour les sols organiques. Imaginez les sols organiques, on prend une cuillère de 3 cm3, mais dans la cuillère de 3 cm3, parfois on trouve moins qu'un grain. C'est énorme. Et on fait les recommandations sur 3 grammes, imaginez. On a complètement surestimé les analyses dans les sols organiques. C'était un biais flagrant, surtout pour les sols organiques. Et pour les sols qui sont intermédiaires, dont le pourcentage de matière organique dépasse le 10%, ça c'est aussi, le biais était considérable. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est dit, dorénavant, donc on doit quand on trouve une solution intermédiaire, on ne vous demande pas de peser exactement 3 grammes, c'est beaucoup de perte de temps, mais au moins de calibrer votre cuillère et de prendre vraiment, de prendre le volume de 3 cc, mais vous pesez ce qu'il y a dans le 3 cc. Donc, c'était un compromis, les laboratoires ont accepté. C'est ça. Un autre biais, c'est par rapport aux techniques d'analyse. C'est ça. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour les détailler, mais les laboratoires maintenant, ils utilisent ce qu'on appelle le plasma. C'est parce qu'ils analysent le phosphore inorganique et le phosphore organique dissous dans la solution méliche. Mais avant, on utilisait la méthode colorimétrique. Il y en a d'autres laboratoires qui continuent à l'utiliser, mais il y a un biais qu'on a corrigé aussi. Donc, je ne vais pas m'étaler, je vais m'arrêter pour cette première période jusque-là pour vous sensibiliser par rapport aux techniques de représentativité de l'échantillon depuis votre planification de l'échantillonnage. Et je vous recommande fortement de tenir un registre d'échantillonnage. Comme ça, vous mentionnez tous ces éléments-là pour avoir le maximum de représentativité. Je vous remercie de votre attention soutenue malgré le rythme et le débit pour lequel je donnais ces informations que je trouve vraiment pertinentes pour démarrer un processus de diagnostic et de recommandation fiable pour une agriculture durable et pour assurer une bonne santé, bonne aussi sécurité des sols. Merci.